Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 décembre 2022 et je continue mes petites promenades à travers cet ouvrage. Hegel, l'histoire est un processus menant à la liberté. Apprendre à philosopher. Voilà. Donc le point de départ de ces lectures commentées, en somme, est la théorie de la mécanique que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. Dans cette théorie, j'essaie de démontrer de façon pragmatique que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'humanité, dans son ensemble. Voilà. Et donc, le chemin vers lequel nous allons, le chemin que l'humanité a emprunté de façon pour l'instant intuitive, instinctive, déterminée, on pourrait dire, entre le moment où nous sommes distingués des autres primates et aujourd'hui, par exemple, on peut tirer une ligne d'évolution et cette évolution nous a conduit donc une petite troupe de primates à ce que l'humanité est aujourd'hui. Et donc, si on regarde de façon un peu logique, on peut dire que l'humanité a un rôle bien particulier dans cette création. Dans la création de l'univers, l'humanité a un rôle particulier au sein de la création de la vie. À un certain moment, donc dans cette création de l'univers, une terre se refroidit suffisamment, amène les éléments nécessaires à créer la vie à partir de la non-vie. C'est quand même assez extraordinaire. Bon, il y a pas mal, on n'a pas encore déterminé exactement comment s'est créée la vie, puisqu'on n'arrive pas à la reproduire à partir de rien. On n'a pas encore, la science n'a pas encore atteint. Donc c'est là où quand même il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans la création. Rien que le fait de pouvoir créer la vie, ça dépasse toutes les intelligences actuelles humaines. Donc le principe qui a mis en œuvre cet univers avec l'option vie à l'intérieur, et voilà, on est obligé de le regarder un peu avec un peu de respect. Et donc pouvoir imaginer que ça ne peut pas être rien, le vide ou voilà, l'absurde qui aurait créé cet univers, à mon sens. Voilà, ça enlève un peu de crédit aux pensées, aux pensées athées qui ont cours depuis un bon moment. Voilà, à mon avis, c'est pas, ça peut pas supporter la logique. Donc, nous sommes à un point de cette évolution qui s'est fait inconsciemment, et si on trace une ligne qui continue tout ce que nous sommes en train de faire évoluer, la maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de notre environnement, maintenant nous passons à un stade supérieur qui est la maîtrise écologique de notre environnement. C'est ce qui attend les décennies et les siècles qui arrivent. Et puis la maîtrise progressive de notre questionnement, répondre aux questions profondes de qui nous interroge. Qu'est-ce qui a créé cet univers? Pourquoi est-il créé? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Bref, voilà. Et donc, si on trace cette ligne, on arrive à un point qui sera, pour moi, la perfection, l'ultime perfection. Pourquoi ultime perfection? Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent, parce qu'elle ne peut pas être autre chose.
elle est là actuellement. On peut pas, on peut imaginer qu'on pourrait être mieux, mais en fait, on peut pas. Elle est exactement comme elle peut être. Au niveau de conscience que nous sommes à ce point encore aujourd'hui avec les drames que nous connaissons, encore avec des états d'esprit qui sont totalement pacifiques et puis des états d'esprit qui peuvent engendrer les guerres que nous connaissons, etc. Des états d'esprit qui sont universalistes et puis des états d'esprit qui sont, euh, qui sont nationalistes ou racistes ou voilà. Il y a de tout dans ce monde et c'est la façon dont il se construit. Voilà, on est là et pas plus qu'on peut reprocher à un adolescent d'être adolescent, parce qu'il est obligé de passer par cette époque-là. Et bien l'humanité est obligée de passer par aujourd'hui ce que nous sommes. Nous sommes là, et ben on ne peut pas être ailleurs. On ne peut pas être plus que ce que nous sommes. Et donc, elle est parfaite, l'humanité est parfaite au présent, tout en étant perfectible. Et je suis assez content de cette trouvaille. Bref. Mais par contre, on va vers une ultime perfection. Cette ultime perfection, pour moi, c'est la paix universelle. On y arrivera. Il faudra encore quelques siècles, sans doute, quelques temps. Mais on est dans cette orientation. La paix universelle, la fraternité totale, la fusion de l'humanité dans une idée universelle, un système universel qui aime, et puis surtout le fait d'avoir neutralisé totalement la capacité de l'homme à être un danger pour l'homme, à être un loup pour l'homme, à s'affirmer aux dépens d'autrui. Tout ça, on le vaincra, c'est clair. Alors on le vaincra par la maîtrise du comportement, par le développement de la psychologie qui va soigner les, 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 les enfants le plus tôt possible, qui va soigner les parents pour éviter de faire de transformer des êtres humains en tortionnaires. Pour tout ça, ça sera réglé. Évidemment, là, on est dans un moment de pur égoïsme avec le néolibéralisme. Donc, on n'arrive même pas à voir que l'État, que les États, que les systèmes, que les nations cherchent à faire évoluer le peuple, cherchent à améliorer les conditions du peuple, puisque c'est un système, le système néolibéral est totalement oligarchique. Donc il s'occupe essentiellement du business. Voilà, jusqu'à présent, c'est ce qu'il a fait. Les 40 années qui sont passées, il s'est occupé que de ce qu'on a appelé la mondialisation, mais que du business, du, du marché, quoi, du système du marché. Il fallait passer par cette étape. C'était une étape nécessaire, mais elle nous empêche de voir que l'humanité travaille également à l'amélioration du comportement humain. Et ce comportement, on le dépassera. Il est vraisemblable, maintenant qu'on a découvert euh, le, le, le travail sur la génétique, que la génétique aidera, que, voilà, il vaut mieux pas rentrer dans ce genre de réflexion parce que on n'a pas encore, on n'est pas dans un monde d'éthique qui peut, et on a encore l'idée de 1984 ou le meilleur des mondes, enfin voilà, le pire qui peut, de Big Brothers, le pire qui peut se passer dans, dans quelque chose qui pourrait être dictatorial. À mon sens, c'est impossible. Voilà, même les grandes dictatures, même les systèmes qui ont essayé de neutraliser, de faire du Big Brothers, hein, d'une certaine façon, on peut parler du nazisme, on peut parler des dictatures en Amérique du Sud, ou voilà, les systèmes comme ça, les sectes en Amazonie, les trucs, voilà, il y a un moment où ça pète, ça marche plus, voilà, l'ensemble. Donc c'est toujours le bien qui l'emporte, quoi qu'il arrive. Le nazisme a pu avoir la puissance inouïe de pouvoir
réaliser ses pires choses, et puis l'humanité ensemble s'est rassemblée pour le terrasser et le renverser. Voilà, donc il n'y a pas de solution. Et d'ailleurs, une fois que j'aurai que le prochain ouvrage que je vais travailler, ça sera celui-ci, et que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. En fait, j'avais acheté ça dans un vide-grenier, de la Révolution française à la Révolution hitlérienne. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça parle du pan-germanisme, et on voit que même Hegel, à partir de là, il y avait ce type de pensée. Et c'est ces idées-là qui, qui sont qu'il va falloir dépasser. C'est pourquoi l'universalité est la clé de l'humanité. C'est maintenant, il faut passer sur un système, sur une vision universaliste. Alors, il va y avoir encore, il y a toujours voilà, deux mouvements qui sont là. À l'époque de cet ouvrage-là, j'ai commencé un petit peu à le feuilleter. Il y avait le socialisme qui était universaliste, et puis justement le pan-germanisme qui voulait la race, qui était dans quelque chose de différencié, qui voulait se différencier des autres, qui s'imaginait magnifique, le supérieur, etc. etc. Et, euh, et tout ça, ce sont des, 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 des points de vue qu'il faudra dépasser. On les dépassera tranquillement. L'humanité va dépasser ces choses-là. Ça prend du temps. On voit, ces deux résistances sont là, au travail. Il y a les défenseurs de, de l'Occident, l'occidentalocentrisme, on va dire, et puis il y a les universalistes. Et ces luttes sont là pour faire évoluer l'humanité. Mais ce qui l'emportera, quoi qu'il arrive, c'est l'universalisme. Il n'y a pas photo. Sinon, il n'y a pas de sens à l'humanité. C'est pas si c'est pour que on reste encore chacun dans son coin en chienne de faïence, avec l'idée de la guerre, d'envahir, de dominer, etc. C'est quelque chose qui devient de plus en plus insupportable à l'esprit humain. Donc ça sera dépassé, et nous arriverons à cet état-là. Et donc, dans cet état de ultime perfection, c'est une ultime perfection spirituelle. Le but est spirituel. Les moyens sont la politique, les systèmes, etc. Tout ça, l'évolution technique, tout ça, c'est les moyens d'amener cet état de perfection. Mais le but est spirituel. Il n'est pas technique. On ne construit pas l'humanité pour qu'elle soit parfaite techniquement, pour qu'on ait les meilleurs. C'est pour qu'on puisse ressentir quelque chose de particulier. Et c'est notre ressenti, c'est le bonheur qu'on cherche. Et le bonheur, dans son état suprême, c'est l'extase, c'est la fusion avec le principe créateur. Voilà l'idée que je défends. Donc je vais commencer à lire et à éventuellement commenter. Pendant des siècles, la philosophie avait pensé le monde en partant du postulat que la réalité véritable n'était pas celle que nous connaissions par les sens. Pour les Grecs, puis pour les Romains, pour les Grecs, puis pour les chrétiens, l'objectif était de connaître la réalité supérieure, la réalité avec une majuscule. Et cette idée, attention, elle est, à mon sens, tout à fait juste. La réalité n'est pas celle qu'on croit. Mais on doit croire, on doit jouer le jeu. Mais la réalité, c'est autre chose. Et ça, je le démontre sur la mécanique universelle. Il n'y a aucune raison que nous détenions la réalité telle qu'on perçoit le monde. Parce que pourquoi un papillon, un ver de terre aurait, je ne sais pas, ceux qui ont des visions, les animaux qui ont une autre vision, ou les arbres, pourquoi
aurions-nous le truc? Rien que pour ça, déjà, ça pose une interrogation. Mais en plus, on le sait maintenant que la réalité n'est pas que les atomes, si le système des atomes, des neutrons des électrons qui tournent autour du neutron s'arrêtait, la, la matérialité se résumerait à une tête d'épingle. Donc c'est une sorte d'illusion. La façon dont la matière est constituée, c'est une sorte d'illusion. Mais peu importe. Tout ça, c'est important. Ce qui veut dire que les Grecs et les chrétiens avaient raison de penser, de chercher la réalité derrière l'apparence. Mais en même temps, Hegel avait raison de chercher, de penser aussi qu'il fallait partir du phénomène pour comprendre le monde. C'est exactement ce qu'il a fait, et c'est voilà, et c'est aussi la façon dont la mécanique universelle se développe à partir du phénomène. C'est pas en partant de Dieu, mais c'est en partant du phénomène qu'on essaye de démontrer, que j'essaye de démontrer la pertinence de Dieu, du divin, qu'il y a du divin. Voilà, je continue. Cela signifiait appréhender le monde d'une manière différente pour les Grecs et les chrétiens, de celle perçue par notre sensibilité. La distinction entre ce qui paraît et ce qui est, entre nos opinions, changeantes et subjectives, et la vérité, se trouvait déjà au programme de la philosophie depuis Héraclite et Parménide, qui furent peut-être les premiers philosophes à proprement parler, avant même Socrate et Platon. Bien sûr que c'était les premiers philosophes. Mais, bon, bref, c'est beaucoup plus universel la quête. On a de l'intérêt pour la philosophie grecque, mais la philosophie était présente, enfin la pensée du monde était déjà présente en Chine, en Inde, en Orient, etc. Voilà. Donc, avec Hegel, naquit une manière différente de poser le terme du problème. La réalité, l'être ou la vérité n'appartiennent pas à un monde autre et invisible. Alors lui, il refuse l'idée que ça puisse appartenir à un autre monde autre et invisible. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il le refuse totalement. Je pense qu'il le met de côté, il le met en suspens, voilà, voilà, il le met de côté. Mais pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir développer sa théorie qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Au contraire, nous devons apprendre à distinguer cette vérité avec une majuscule, à partir des vérités avec une minuscule. C'est exactement ça. Celle de chaque sujet et de chaque époque. Voilà. C'est exactement ce que je découvre en même temps la lecture. Donc, au contraire, nous devons apprendre à distinguer cette vérité avec un grand V, avec une majuscule, donc la vérité du divin, en somme, la vérité qui est cachée derrière les apparences, ce qui n'est pas que dans la matérialité, ce que la matérialité ne voit pas, mais à partir de la matérialité, c'est à partir de la matérialité qu'on peut arriver à comprendre. Chaque humain, dans la mesure où il est doué de penser, participe de l'effort de la raison. Et bien sûr que c'est chaque humain. Et c'est pourquoi le but, il n'est pas pan-germanique, comme pouvait le penser à l'époque sans doute Hegel, parce qu'il lui manquait, l'humanité n'était pas encore arrivée à la porte de l'universalité. Nous avons cette chance-là. C'est pourquoi la mécanique universelle peut parler d'universalité sans aucun complexe, parce qu'on connaît, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on connaît l'ensemble des êtres humains qui la composent. C'est extraordinaire, c'est depuis peu qu'on sait, on a découvert les derniers peuples
qui vivaient en Amazonie et qui constituent l'humanité. Donc, c'est quand même incroyable, quoi. Tout converge à comprendre que nous sommes à la porte de l'universalité. Voilà. Et donc, on aura encore à résoudre la résistance de ceux qui veulent rester à l'échelle d'abord occidentale, puis nationale, puis régionale, puis du village, etc. Voilà, on a resté au niveau des appartenances. Les appartenances seront toujours là. C'est ça qui est très important, c'est que l'important de l'universalité dans ces premiers temps, dans le siècle qui arrive, les siècles cette avancée vers l'universalité, elle doit se faire sans supprimer nos appartenances, les appartenances inférieures, on va dire. Voilà, simplement, elles ne doivent plus être prépondérantes et radicales. Elles doivent être touristique, en somme. Voilà, on est français, je suis fier d'être français, je suis content d'être français, je connais les différences qui sont, que la France peut amener, et peut-être que la mécanique universelle sera dans la lignée de la pensée des apports que la France aura amené à l'humanité. J'en suis convaincu, en tout cas, mais ça, il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. Mais que ça soit, voilà, de façon ludique, de façon tranquille, même nos appartenances religieuses, que ça soit quelque chose qui ne... Voilà, et il y avait une phrase que j'avais écrite quand je faisais de la peinture, bien avant la philosophie. Et donc, il y a un bon nombre d'années, la mécanique universelle a été imaginée il y a 20 ans, en l'an 2000, justement, 2000 ans, juste après ce qu'on a, de l'idée du christianisme. Bref. Et donc, cette phrase, c'était « Ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent ». Je ne sais plus, peut-être dans un poème que j'avais écrit, j'avais écrit ça. Ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent. En fait, cette quête universaliste, elle est en moi depuis, je pense, depuis tout le temps, en fait. Et elle est le résultat de souffrances qui ont été transcendées, en réalité. C'est ça, c'est là où on peut voir que le mal engendre naturellement du bien. Quand on a un peu la chance de pouvoir le transcender, c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a, ça les détruit évidemment. Mais bien souvent, l'art, par exemple, est l'œuvre d'un paquet de souffrances. Si Van Gogh, l'amour qu'il a mis dans ses toiles, c'est la rigueur de son père et peut-être de sa mère, enfin ce qu'il a vécu, ses frustrations, toutes sont sans doute là, c'est quelque chose qui a été transcendé. Et donc c'est bien cette idée, ne fais pas de ta différence l'objet d'un différent. Voilà, on doit arriver à passer ces caps-là. Pour l'instant, ils sont encore, on fait encore de nos différences l'objet de différents. Voilà, je suis, ma religion est meilleure que la tienne, mon truc, etc., etc. Mais on dépassera complètement tout ça, les moyens sont là, et le truc qui est intéressant, c'est que, évidemment, la perversion a des phrases, avec quelques petites phrases bien perverses, attire vers elle
des esprits en pagaille parce que c'est du simplisme. Voilà, la faute, c'est la faute des étrangers si le monde est comme ça. Voilà, ça va très vite. Il faudrait remettre la peine de mort parce que. Donc, c'est des phrases qui, derrière, il faut pédaler pendant un sacré paquet de temps pour pouvoir compenser, pour pouvoir expliquer que non, c'est pas comme ça, que etc. Non, c'est pas la peine de mort, c'est peut-être, c'est pas, etc. On a des preuves maintenant que c'est pas la solution, etc. Mais face aux phrases perverses, il faut pédaler vraiment dans la choucroute pendant un sacré moment. Mais le bien est encore plus fort que ça. Et c'est ça le truc, c'est que par contre, il faut aller le trouver. Mais une phrase de Gandhi, une phrase de Martin Luther King, une phrase de l'abbé Pierre, une phrase, un mouvement comme ça, d'un seul coup, ça attire l'humanité bien plus fort et ça fait passer des caps inouïs sur le système. Voilà, quand c'est ou de mince. Bon, voilà, un travail de sœur Teresa dans un système fait le bien. Le bien est extrêmement puissant en fait dans les choses. La seule chose, c'est que euh, il y a un moment où ça doit arriver et c'est pas si facile que ça de le faire passer. Mais là, c'est le moment, je pense, que du basculage vers enfin, c'est le moment, voilà, on va vers ça, on va vers ce basculage. Bon, bref, je me suis embrouillé, je suis désolé, et c'est un peu la fatigue et l'oxygénation psychique. C'est pas grave. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.